Numéro 1. Multiplication usuelle. Une définition un peu naïve de celle-ci, c'est de dire que A fois B, c'est A plus A plus A, etc. B fois. Et on se contentera de cette définition pour la vidéo. Elle a deux propriétés intéressantes qu'on va énoncer. Premièrement, elle est associative, c'est-à-dire que si j'écris 6 fois 7 fois 2, puis que j'y ajoute des parenthèses comme ceci, ça revient au même de mettre les parenthèses comme ça. Donc en général, on les écrit juste pas. Et sa deuxième propriété, c'est qu'elle est aussi commutative. Ça veut dire que si j'écris 6 fois 7, c'est la même chose que 7 fois 6. En gros, on peut échanger les deux facteurs sans changer le produit. Regardons un exemple d'utilisation. Voici un rectangle et voici son aire qu'on voudrait calculer. On l'appelle donc A. Pour faire ça, on va poser une grille sur le rectangle et compter le nombre de carrés sur la longueur et sur la largeur. Ici, c'est 3 et 5, l'aire du rectangle, c'est alors 3 fois 5, soit 15. Numéro 2, produit multiple. Et si maintenant, j'ai envie de multiplier beaucoup plus que deux nombres? On utilise alors cette notation pour synthétiser. Ici, on a le produit des nombres allant de 1 à 15, c'est aussi factoriel 15. On peut aussi l'utiliser de manière un peu plus abstraite, le produit de tous les petits a dans l'ensemble grand A. Par exemple, le produit des i pour i dans l'ensemble qui contient -1 et 1, c'est -1 fois 1, donc juste -1. Numéro 3, produit scalaire. Le produit scalaire, il multiplie deux vecteurs entre eux pour donner un scalaire, c'est juste un nombre. Par exemple, si on prend ces deux vecteurs, qu'on va appeler u et v, pour les multiplier, on va utiliser cette formule. Donc, u scalaire v, c'est 1 fois 1, plus 0 fois 6, plus pi fois 1, plus 3 fois 8. Et en réduisant, on trouve 25 plus pi, soit environ 28,14. Visuellement, le produit scalaire peut s'interpréter en termes de projection. Ici, on a les vecteurs u en bleu et v en rouge, l'angle θ entre les deux, ça sera utile juste après, et en violet, le projeté de v sur u. On a alors cette égalité. Le vecteur projeté est égal au scalaire de v et u dir multiplié par u dir. Et u dir, c'est le vecteur u normalisé, c'est-à-dire qu'on garde sa direction, mais on le divise par sa norme pour avoir un vecteur unitaire. Ce qu'il y a à comprendre ici, c'est que la projection du vecteur v sur u est évidemment dans la même direction que u, et sa longueur, c'est le scalaire de v et u qu'on divise ensuite par la norme de u. Le produit scalaire peut aussi servir à définir l'angle entre deux vecteurs, avec cette formule qui est une autre définition du produit scalaire. On remarque ici que comme cos est décroissante de 0 à pi, en radian, le produit scalaire sert aussi à mesurer à quel point deux vecteurs sont collinéaires ou parallèles. Le produit scalaire va décroître en même temps que l'angle entre les deux vecteurs augmente. Et donc on peut définir l'angle θ entre deux vecteurs comme ceci, en passant à l'arc cos de chaque côté, on retrouve directement θ. Numéro 4. Produit matriciel. Cette fois, on veut multiplier deux matrices pour en construire une troisième. Les deux matrices qu'on va multiplier vont être celles-ci, et pour faciliter la visualisation, on va les placer comme ça, et écrire ici la matrice produit pour l'instant inconnue. Et voici la formule pour calculer chaque coefficient de cette matrice. Ce qui est remarquable ici, c'est qu'en fait chaque coefficient est le résultat du produit scalaire des deux vecteurs qui pointent vers lui. C'est pour ça que j'ai disposé les matrices de cette manière. Calculons alors les coefficients de cette matrice. Le coefficient A va être le produit scalaire de cette ligne et cette colonne, nous donnant 5. Le B de cette ligne et cette colonne, donnant 7. Le C de cette ligne et cette colonne, donnant 19. Et enfin le D de cette ligne et cette colonne, nous donnant 27. Finalement, on tombe sur cette égalité. J'ajoute au passage que le produit matriciel, bien qu'associatif, n'est pas commutatif, et je laisse le soin au spectateur de le prouver en trouvant un contre-exemple. Numéro 5. Produit de Hadamard. C'est une autre manière de multiplier deux matrices. En reprenant le même exemple, calculons le produit de Hadamard de ces deux matrices. Ici, la matrice produit est simplement déterminée par la multiplication coefficient par coefficient. En formule, ça donne ça. Donc A sera 0 fois 2, soit 0, B sera 1 fois 3, ou juste 3, C sera 2 fois 5, donc 10, et D sera 3 fois 7, donc 21. Numéro 6. Produit vectoriel. Imaginons que j'ai deux vecteurs de R3 et que je veux en trouver un troisième perpendiculaire aux deux premiers. Appelons-les encore U et V. Pour trouver ce troisième vecteur, on va utiliser cette formule. Ce qu'il y a dans le déterminant ici, c'est la matrice composée des deux colonnes qui sont respectivement le vecteur U et le vecteur V, desquels on a retiré le coefficient numéro I. Faisons le calcul. Pour le coefficient A, on retire les deux premiers coefficients des vecteurs U et V, et on prend le déterminant de la matrice résultante, nous donnant -11. Pour calculer B, on retire cette fois les deuxièmes coefficients des vecteurs U et V,
On prend le déterminant de la matrice restante et on n'oublie pas le signe moins devant, et ça donne moins 23. Pour le C, c'est comme pour le A, et on tombe sur 14. Au final, on a cette égalité, et on peut vérifier grâce au produit scalaire que le vecteur trouvé est bien perpendiculaire à U et à V. En effet, le produit scalaire de deux vecteurs sera égal à 0 si et seulement si les deux vecteurs sont perpendiculaires. Voici une formule plus explicite. On remarque d'ailleurs facilement avec cette formule que le produit scalaire est anticommutatif, c'est-à-dire qu'en échangeant U et V, on multiplie le résultat du produit par moins 1. Numéro 7, produit cartésien. Cette fois, on veut multiplier deux ensembles pour en construire un troisième. Si on prend deux ensembles E et F, le produit E croix F sera l'ensemble des couples EF avec E dans grand E et F dans grand F. Par exemple, si on prend les ensembles A et B suivants, leur produit cartésien qu'on lit A croix B va être cet ensemble P. Si on ajoute une couleur pour chaque nombre, on reconnaît plus facilement la structure de la définition qu'on a vue juste avant. Un autre exemple, un peu plus visuel, est le produit de deux intervalles de R. Si je me place sur un repère comme ceci, et que je place sur les axes des intervalles I et J, on peut alors visualiser leur produit cartésien comme ce rectangle. Numéro 8, produit semi-direct. On l'utilise pour générer un groupe à partir de deux autres groupes. C'est une sorte de généralisation du produit cartésien. Dans cette section, je vais supposer que vous savez déjà ce qu'est un groupe et que vous connaissez le vocabulaire associé. Posons G un groupe et N et H deux sous-groupes de G. Si N est sous-groupe distingué de G et que NH égale G, attention, ici c'est pas le produit cartésien, c'est l'ensemble des N fois H et non des couples NH. Autrement dit, c'est l'ensemble des produits au lieu du produit des ensembles. Et que l'intersection de N et H est réduite à l'élément neutre, alors on dit que G est le produit semi-direct de N par H, et on le note comme ça. Pour l'exemple, on va factoriser le groupe de symétrie d'ordre 3. C'est l'ensemble des permutations qu'on peut faire sur trois éléments. On peut aussi le voir comme l'ensemble des symétries d'un triangle. Ici, E c'est l'élément neutre qui consiste à rien faire, et la loi de composition interne consiste juste à faire les deux symétries à la suite. Les deux sous-groupes qu'on va utiliser seront le groupe alterné d'ordre 3, c'est les permutations de signature 1, ou plutôt celles qui tournent juste le triangle sans changer l'ordre de ses sommets, et le groupe cyclique d'ordre 2, qui est l'unique groupe d'ordre 2 à isomorphisme près. C'est juste le groupe qui contient la symétrie nulle et la symétrie axiale d'axe vertical. Vérifions donc les conditions. A3 est un sous-groupe distingué de S3 car c'est le noyau d'un morphisme de groupe. C'est un résultat classique de théorie des groupes. Cette condition sert en quelque sorte à garantir la cohérence de la loi de composition interne, sans rentrer dans les détails. Ensuite, on a bien que l'ensemble des produits des éléments de A3 et C2 est égal à S3, et l'interprétation qu'on peut en faire, c'est qu'il est toujours possible d'écrire un élément de S3 comme un produit d'un élément de A3 et d'un élément de C2. Et enfin, l'intersection des deux sous-groupes est réduite à l'élément neutre, c'est évident ici. Et l'interprétation qu'on peut en faire, c'est que cette écriture en produit d'éléments de A3 et C2, elle est unique. On a donc bien que S3 est le produit semi-direct de A3 par C2, et on peut se servir de ce résultat pour étudier S3 et ses propriétés plus facilement. On en déduit par exemple que les deux symétries axiales autres que 1,2 sont résultats de produits de rotation et de la symétrie axiale 1,2. Pour conclure, évidemment j'ai passé sous le tapis pas mal de détails pour rendre la vidéo plus digeste, mais je laisse des sources en description pour les curieux qui voudraient en savoir plus. J'ai aussi omis plein d'autres produits comme le produit de convolution, le produit tensoriel, les produits de mesure et bien d'autres encore comme le et logique qui peut être interprété comme une multiplication dans un anneau. Là aussi je laisse des sources en description. Merci pour votre attention. Multiplicativement, c'était Covoisinage.